Retracer le parcours qui nous unit depuis longtemps. Vous savez, en politique, l'amitié, c'est quelque chose qui est souvent friable. Mais avec Marc, eh bien, on est dans une amitié durable. Un nouveau combat que nous avons conduit ensemble, cher Marc, où tu es également allé jusqu'au bout de toi-même. Et sur ce combat, je suis fier de l'avoir conduit avec toi. Et merci une nouvelle fois de nous accueillir ce soir à Vaud. Vous pouvez l'applaudir. Merci à vous tous. Je ne citerai pas tous les élus, tous les acteurs qui sont là, mais d'abord mes premiers mots seront pour tous ceux qui sont sur ma gauche, tous ceux qui sont les chevilles ouvrières de ces rassemblements, de cette rentrée politique, de l'organisation des vœux, de l'organisation de cette belle campagne législative que l'on a vécue, tous ceux qui donnent leur temps. Ils donnent leur temps avec une générosité formidable. Et vous êtes très nombreux à avoir distribué des tracts, à avoir fait des pillages, à avoir marché. Et oui, nous avons beaucoup marché pendant cette belle campagne législative, plus de 7000 boîtes aux lettres que nous avons visitées, 7000 sonnettes, où nous sommes allés à la rencontre de la population, et puis ils ont organisé avec un grand cœur ce rassemblement d'aujourd'hui. Et cette équipe, elle est absolument extraordinaire parce qu'elle donne tout, parce qu'elle est généreuse. Cette équipe, elle est d'une fidélité à tout va, et cette équipe, je voudrais du fond du cœur que vous l'applaudissiez très fort. Alors vous êtes très nombreux, pourtant, ce soir, toutes les conditions ne sont pas réunies, c'est un samedi soir, il y a beaucoup de réunions familiales, il y a des forums d'associations qui se prolongent. Comme l'a dit Marco, nous sommes sur un temps un peu pluvieux, mais je me souviens que l'année dernière, cher Marc, le temps était nettement plus pluvieux. Et puis vous avez remarqué que pour moi, il y a une différence sensible par rapport à l'année dernière. Ben oui. Ai-je changé? Oui. Je n'ai plus de plâtre à la jambe droite. Je peux vous dire que c'est un mauvais souvenir maintenant, mais c'était un moment très invalidant que ce 14 juillet 2016, où j'ai rompu le tendon d'Achille, mais pour autant, j'ai continué le chemin. J'ai continué cette mission de député que vous m'avez confiée, que les habitants de cette circonscription m'ont confiée. Et ce soir, vous êtes près de 400 à avoir répondu positivement à notre invitation. Et plus de 150 qui ont dit, voilà, pour différentes raisons, nous ne pouvons être là. Et votre présence me fait chaud au cœur parce que c'est cette présence qui me permet, à chaque instant, de trouver l'énergie nécessaire pour aller à votre rencontre et surtout, pour faire en sorte qu'à Paris, naturellement, c'est le boulot d'un député, mais également en circonscription, que je puisse chaque jour prendre tous les dossiers à bras-le-corps. Et puis cette soirée, c'est aussi un moment d'amitié, c'est aussi un moment de convivialité, et on a tant besoin de ces moments-là. La vie publique est une chose, vos vies professionnelles, bien sûr, mais le fait de passer une soirée ensemble, eh bien, c'est aussi quelque chose qui est important pour moi. Un moyen de vous remercier, de parler, d'échanger, d'écouter, d'entendre vos remarques, d'entendre votre vision, puisque je ne fais pas de statistiques, mais lorsqu'il y a un échantillonnage de 400 personnes, déjà des premiers retours sur la politique gouvernementale, c'est un échange de grandeur nature qui se passe. Et donc, je vous invite à me faire passer des messages, à les faire passer à Marc. Alors, quelle année 2017, mes chers amis? C'est vrai que qui pouvait imaginer l'année dernière, à pareille époque, que la situation du pays, politique du pays serait la même, que ces élections présidentielles, dont on peut dire qu'elles ont déjà fait l'objet de tant de livres qui ont été publiés, où on nous annonçait d'ores et déjà la victoire du candidat de la droite et du centre, où on n'imaginait pas une seule seconde qu'un président de la République sortant soit empêché quasiment de se représenter, tant il y avait un climat de défiance à son endroit dans l'ensemble de la population française. Tout le monde disait, mais si ça tourne mal, s'ils ne savent pas s'entendre, s'il n'y a pas des primaires, peut-être même l'élection de Marine Le Pen était-elle envisageable. Alors il y a eu ce moment qui a été un moment de vraie joie ou vraie fausse joie pour la suite. C'est cette élection primaire. Élection primaire où vous avez bien compris que pour se distinguer, se différencier, chaque candidate ou chaque candidat était parti sur une course à l'échalote où il allait essayer de trouver la mesure, la phrase. Et d'ailleurs, c'est à partir d'une phrase ou d'une mesure que souvent, eh bien, on a pu voir comment les candidats dans la course aux petits chevaux ont pu concourir, et on a vu comment ça s'est passé
pour la ligne d'arrivée. Moi, je suis resté fidèle à mes engagements, je l'avais dit. J'ai soutenu celui qui paraissait le plus proche de ma famille politique. Quelle famille politique, d'ailleurs, n'avait pas de visage. L'UDI, pas de visage. Et quand on n'a pas de visage, quand on n'est pas capable de porter un message à une élection présidentielle, eh bien, il n'y a plus que trouver une solution alternative. Et cette solution alternative, on avait dit clairement les choses. C'était une alliance entre le centre et les Républicains. Et il était naturel que, eh bien, on se retrouve dans cette primaire de la droite et du centre, dans lesquelles je me suis engagé, dans lesquelles j'ai pris des risques, parce qu'un homme public, un député en particulier, et j'avais la responsabilité d'une présidence de groupe à l'Assemblée, exigeait non pas de se cacher derrière mon petit doigt, derrière un poteau, derrière quoi, je sais encore, mais de s'engager justement parce que je voulais que cette France sorte de l'ornière. Et vous dire que cette campagne présidentielle aura laissé des traces. Chacun l'a bien compris. Et puis on a vu émerger un homme de 39 ans, président de la République maintenant, Emmanuel Macron, qui a pris tous les risques, qui a eu toutes les audaces, et qui quelque part nous a aussi donné une leçon aux anciens partis politiques. On dit toujours, si on n'a pas un parti politique solide, on n'est pas capable de gagner une présidentielle. Il a bénéficié certes d'un concours de circonstances, mais surtout, il a su pousser à son avantage une France dans laquelle les partis conventionnels étaient quelque part en dessous. Et je vous le dis avec conviction, ça veut dire que ça exige de notre part une remise en cause. Ça exige de notre part, plus que tout, de retisser les liens avec l'opinion publique. Alors cette campagne initiative, c'est vrai que c'est une très belle victoire. Mais je peux vous dire franchement une chose, qu'on a tout donné avec cette équipe formidable. On a tout donné et on est resté, je crois, fidèle, je dis bien fidèle aux engagements que l'on avait toujours pris. On a tout donné, on est resté fidèle à nos engagements et en plus, nous n'avons pas conduit une campagne agressive. Nous avons conduit une campagne respectueuse des habitants. Une campagne de proximité comme je les ai toujours faites. Comme nous les avons toujours faites avec Marc, avec cette équipe qui est là. Parce que j'ai vu quel était le malaise. Chacun l'avait compris déjà au présidentiel, où Marine Le Pen était présente au deuxième tour. Mais avec un taux d'abstention, mes chers amis, ne l'oubliez jamais celui-là. Quand il y a 40% des Français qui ne se déplacent plus, ça veut dire qu'ils ne s'y retrouvent plus. Et quand ils ne s'y retrouvent plus, à un moment ou un autre, c'est la dérive et ce sont les extrêmes. Je dis bien ce sont les extrêmes qui naturellement prennent toutes les parts de marché dans une élection comme celle-là. Cette campagne d'initiative, elle a été, je crois, bien remportée. Elle a été sur des convictions. Elle a été sur un double message. De faire en sorte que la France réussisse. J'ai écrit dans le journal de campagne que je souhaitais qu'Emmanuel Macron réussisse. Parce qu'au deuxième tour, lorsqu'il y avait un choix entre le Front National et un candidat républicain, Emmanuel Macron, pour moi, les choix étaient simples. Et croyez bien que je ne regrette pas une seconde quand je vois le comportement du Front National à l'Assemblée nationale et de Marine Le Pen en particulier, mais j'en dirai un mot. Mais les leçons sont là, c'est que ces primaires qui ont été inventées, eh bien, vous trouverez avec moi un adversaire résolu de toutes les primaires. Tant les cicatrices ont été grandes, et pour avoir été un peu au cœur du dispositif, près de François Fillon, près d'Alain Juppé, de voir à quel point on ne retisse pas les liens de la confiance en 24 heures, en une semaine ou en quelques semaines. Et que l'opinion publique d'ailleurs ne s'y trompe pas. Parce que lorsqu'il y a les réseaux sociaux, lorsqu'il y a tous les autres moyens de communication, les déclarations des uns et des autres, elles sont là. Et on nous les ressort. Et moi j'ai vu des électeurs très avertis. Et il a d'ailleurs fallu que je m'explique pourquoi à un moment, j'ai quitté le porte-parole là parce que j'étais plus en accord avec ce qui se passait. Mais qu'après, on laisse faire les choses et vous avez vu que cette élection a été perdue. Alors maintenant, il faut que cette France réussisse, donc j'ai dit cette abstention. Je voudrais juste rappeler une chose à chacun. Les députés français en moyenne ont été élus par 18% du corps électoral. 18% du corps électoral. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans la rue, qu'il y a un échantillonnage de 100 personnes devant vous, il y en a 20 qui ont voté pour un candidat au deuxième tour de l'élection législative. Ça veut dire que la légitimité même, et là-dessus, je dis à tous mes collègues élus qui sont là, on doit avoir cela en tête,
aux municipales, aux départementales, aux européennes, aux régionales. Puisque depuis quelques années, c'est la glissade. Et cette glissade ne s'arrêtera pas si nous ne sommes pas capables, comme vous l'avez compris, de redresser ce pays et naturellement de faire les réformes en profondeur qu'il attend. Et ce fossé entre les citoyens et les élus, c'est un fossé terrible. Et j'ai en mémoire dans cette campagne d'initiative tellement d'échanges. À Bonneval, Joël, c'était pas à Bonneval, pardon, c'était à... Je vais retrouver, pardonnez-moi, mais j'en ai eu tellement. Ça, c'est direct. Plus trop de mémoire, parce que vous voyez, ça doit être les premiers signes d'une dégénérescence. Dans la région de Bonneval. Rassurez-vous, je suis en pleine forme. Dans la région de Bonneval, je vais le retrouver dans un instant. On me disait, monsieur Ligier, à lui, mais qu'est-ce que vous avez fait pour nous? Et cette dame qui m'interpellait, non seulement c'est une dame qui est impliquée dans la vie municipale, et qui ne savait même pas qu'à Châtillon-du-Noir, vous voyez, excusez, parce que Claude Thérouinard est arrivé, on avait été capable de monter un centre d'appel, que ce centre d'appel maintenant avait une 60aine d'emplois, et que le combat central que l'on allait conduire, c'était celui de la fibre optique, parce que sans très haut débit et sans fibre optique, il n'y aura pas d'emploi pour les habitants. Vous voyez que même des gens avertis dans les communes, quelquefois élus, d'autres non élus, ne sachant pas toujours ce qu'on avait pu faire dans notre vie quotidienne, ça montre aussi le déficit d'explication qui a été de notre par moment, le déficit d'information qui a été de notre par moment. Et en tout cas, ce sentiment d'impuissance publique et qui est ressenti par nos concitoyens. Moi, j'ai senti cette inquiétude, cette angoisse par rapport à l'avenir. Et on voit bien d'ailleurs dans les parents, dans les grands-parents, en se disant, mais nos enfants, 1 sur 4 est au chômage à 25 ans. Que font-ils pour nous? Ah, ils sont très forts pour être à la tribune, pour être à la télévision, pour annoncer toutes les réformes. Mais 5 ans plus tard, on en est où? Pourquoi certains chantiers n'ont pas évolué? Et voyez ce que je reproche à François Hollande. C'est que le quinquennat a été un interminable congrès du Parti Socialiste. Une impuissance à tout moment. Promesses et reniements. Et nos concitoyens ne s'y trompent pas. Quand vous leur annoncez que les impôts baissent et que 9 sur 10 en payent plus, ils le voient. Quand vous leur annoncez que l'inversion de la courbe du chômage est là et qu'ils voient qu'il y en a toujours plus, ils le voient. Même si en plus, l'appareil d'État s'emploie à trafiquer les chutes du chômage. Eh bien, mes chers amis, ce pays abîmé, il s'est jeté à corps perdu dans les extrêmes, 40%. Jean-Luc Mélenchon plus Marine Le Pen, ça fait 40%. Donc les partis conventionnels, les Républicains, les centristes que nous sommes, le MoDem, la République en marche maintenant et ce qui reste du Parti Socialiste. Imaginez, ils étaient 299 députés socialistes. Ils sont revenus à 32. Et il y a d'ailleurs des candidats excellents qui ont été battus. Je vous le dis. Parce que la vie politique, ça n'est pas la guerre et qu'il y a des talents un peu partout. Ça montre bien qu'il y avait un vent très fort qui soufflait. Et si on a résisté, si on a pu dans cette circonscription tenir, gagner, l'emporter, eh bien c'est grâce à vous. Et je vous demande de vous applaudir. Lorsque Manuel Valls avait été nommé Premier ministre, j'avais dit à la tribune de l'Assemblée nationale, le Front National est le porte du pouvoir. Ne soyez pas satisfaits des quelques désordres entre M. Philippot et Mme Le Pen. Je ne sais pas s'il claquera la porte un jour. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a plus de ligne politique. On l'a vu dans ce débat absolument désastreux face à Emmanuel Macron au second tour d'élection présidentielle. Et on a vu surtout, quand on regarde ne serait-ce que la politique européenne, qu'ils sont terriblement divisés, d'ailleurs que les Français. Et ça, Patrick Oguekela, ça doit lui faire plaisir. Et Claude Thérouinard, qui est converti à l'Europe maintenant, et ça c'est pour moi quelque chose de formidable. La mondialisation est arrivée, mon cher. Absolument, mon cher Claude, et je vais en parler. Eh bien, ça veut dire une chose. Ils sont encore attractifs pour l'opinion publique. Mais cette campagne présidentielle, ces campagnes législatives, ont bien démontré combien les propositions qu'ils faisaient, combien leur vision pour l'avenir, leur vision de la France, était une vision qui tournait le dos au progrès. Une vision qui emmènerait ce pays encore plus dans le mur qu'il ne l'est à l'heure actuelle. Alors la nouvelle Assemblée, vous la connaissez. Cette Assemblée introuvable, avec
plus de 300 députés République En Marche. Alors, il y en a qui... Attention s'il y a un casque, hein, parce que vous avez vu que c'est dangereux. Donc, vous savez, il y en a qui font usage de leur casque un peu avec une violence inouïe. D'autres, j'ai découvert ça cette semaine dans Mediapart, vont visiter l'Assemblée nationale grâce à une agence de voyage qu'ils ont créée pour 119 €. Avec Philippe Vigier, c'est gratuit. La visite. Non, mais il y a des talents, il y a des gens bien, mais quelque part, ils atterrissent. Il y a quelques-uns qui sont quand même en train de découvrir qu'à l'Assemblée, c'est pas tout à fait comme dans leur vie professionnelle, que le monde politique a ses règles, et que pour faire passer leur message, eh bien, ils vont avoir un peu de travail à faire. Il faut qu'ils comprennent d'ailleurs le fonctionnement de la société française. Mais cette nouvelle Assemblée, vous l'avez vue à la télévision, vous l'avez vue sur les réseaux sociaux, vous avez vu l'organisation de Mélenchon, qu'on peut qualifier vraiment d'exceptionnelle, d'une présence sur tous les débats, avec force arguments, des arguments contre lesquels il faut se battre matin, midi et soir, quand pour eux la révolution est le seul moyen de faire avancer le pays. Révolution dès le moment où la tête de Mélenchon ne roule pas par terre, vous l'avez bien compris, parce que les aspirants à la France insoumise sont nombreux pour prendre un jour le leadership. Un Front National complètement aphone. Un Front National où Madame Le Pen a parlé 2 fois 2 minutes en 2 mois et demi. Et pourtant, c'est à l'Assemblée qu'on fait la politique. C'est pas uniquement dans les médias. C'est pas uniquement ce matin en faisant sa rentrée parlementaire où elle a tapé à bras raccourcis sur tout le monde. Mais c'est argument contre argument. En tout cas, moi, mon engagement, plus encore pour ce mandat, vous l'aurez bien compris, ça sera d'être quelqu'un qui propose, quelqu'un qui est responsable, mais quelqu'un qui veut se battre projet contre projet. Alors, la majorité présidentielle, vous la connaissez, c'est celle du modèle de François Bayrou, c'est celle de la République En Marche. Je n'en ai pas sur les ministres qui ont quitté le gouvernement au moment où la loi de la moralisation de la vie politique intervenait. Il y a quelques clins d'œil qui reviennent. Mais il y a eu 2 textes. Le fameux loi confiance, celle qui est censée redonner la confiance à nos compatriotes dans la vie politique. Alors là, le combat central, c'était comment on supprime la réserve parlementaire. Et j'ai même découvert d'ailleurs au détour des débats, oui, la presse est là, et je ne regrette pas une seule ligne de ce que je vais dire, qu'elle n'avait jamais su comment on montait un dossier de réserve parlementaire et comment c'était financé. Donc j'ai fait une explication à 1 h du matin pour expliquer quand même que tout ça a passé par le préfet, par la commission des finances, que tout était contrôlé, qu'il y avait un contrôle de légalité, enfin bref. Ce combat de la réserve parlementaire, et vous voyez, aujourd'hui il y avait un forum des associations à Brou, il y avait un forum des associations à Châteaudun, et je suis passé aux 2. Il y en a combien qui m'ont pris par le manche en me disant « Mais monsieur Vigier, vous n'allez pas nous aider ?» Est-ce que vous croyez ce que j'ai déclaré à l'Assemblée nationale? En donnant 150 000 € à un député, on peut acheter les habitants d'une circonscription. Vous valez 1 € par habitant. Ben, dis donc, quelle valeur! Mais quel mépris! Et donc ça, c'était la mesure emblématique. Et il fallait surtout préserver la réserve ministérielle. Et c'est votre serviteur qui a tapé comme une brute sur cette question-là. Parce que je sais qu'elle existe. Et je sais que là, il y a des circuits de financement. Pour la culture, pour le tourisme, pour le sport. Le ministre de l'Intérieur, le président de la République, le ministre du Budget. Ah! Et là, Laurent Fabius bienveillant, d'ailleurs je le vois mercredi prochain, parce que je vais vous raconter quelque chose qui va vous faire rire. Comme par hasard, le Conseil constitutionnel, comme l'a très bien dit Marco, a dit que la mesure n'était pas constitutionnelle. C'est quand même bizarre. La réserve parlementaire, ce sont des fonds votés dans le budget, fléchés, contrôlés, ultra contrôlés. Et le ministre, lui, il fait ce qu'il veut. C'est génial, non? Vous ne trouvez pas que ça fait un peu République bananière? Alors certes, il y a des avancées dans cette loi de moralisation, et moi je l'ai voté. Je l'ai voté parce qu'il y a des financements de partis politiques qu'il fallait faire évoluer. C'est François Bayrou qui avait écrit cela, et moi j'ai signé des 2 mains. Il y avait également la fiscalisation, la réforme des retraites pour les parlementaires qui devait être identique à celle de tous les salariés. D'ailleurs, en tant que député, sur le mandat précédent, j'avais été de ceux qui voulaient rapprocher les régimes de retraite. Il était anormal que nous ayons un régime séparé. Maintenant, il est aligné sur tout un chacun, et ça n'est qu'une juste mesure. Notre fameuse IRFM, vous savez, la fameuse indemnité représentative des frais de mandat, les fonds secrets. Mais non, c'est une enveloppe qu'on nous donne chaque mois. Ce soir, vous êtes tous mes invités, voilà l'IRFM. Vous recevez un journal en début d'année, voilà l'IRFM.
Il y a une permanence parlementaire à Châteaudun, voilà l'IRFR. Vous êtes très souvent au vœu à Voves chaque année en début d'année, voilà l'IRFR. Et en tout cas, maintenant, à partir du 1er janvier, on devra justifier de tout euro par euro. Moi, ça me va très bien, puisque j'ai même proposé que pour la circonscription, et on le mettra en place le 1er janvier 2018, il puisse y avoir un comité citoyen qui regarde comment je dépense cet argent qui m'est confié par l'Assemblée nationale. Donc vous voyez que, en transparence, moi j'étais tout à fait prêt à aller encore plus loin, parce que ils m'ont refusé, et regardez, parce que maintenant avec les podcasts, et avec le site de l'Assemblée, vous pouvez regarder les débats à l'Assemblée nationale. J'ai demandé simplement qu'on soit à jour de ces impôts. Réponse de la ministre. C'est trop compliqué, monsieur le député, de demander pour les 57 candidats d'Eure-et-Loire si oui ou non ils sont à jour de leurs impôts. Je rappelle qu'il n'y a pas une entreprise qui répond à un marché public pour toutes nos collectivités sans avoir un document comme quoi elle est à jour de ses impôts. Vous allez avoir un loup. Deuxièmement, j'avais demandé, n'y voyez aucune attaque ou aucune remarque disgracieuse contre ma concurrente, et non mon adversaire, comme je l'avais fait remarquer la première fois. J'avais demandé simplement qu'on habite en Eure-et-Loire pour se présenter aux législatives, parce que je considérais que ce n'était pas très bien de ne pas voter pour soi le jour de l'élection. N'est-ce pas un peu un signe de défiance? Là aussi, ça a été refusé. Et j'avais demandé surtout, et là c'est une faute politique, que les casiers judiciaires, il y ait un extrait de casier judiciaire vierge pour se présenter aux élections législatives. Comment se fait-il qu'un journaliste, il y en a une qui est là, qui a une carte de presse, pour la voir la carte de presse, est-ce que oui ou non, il ne faut pas un extrait de casier judiciaire? Il n'y a pas un médecin qui est nommé chef de service sans qu'à un moment, il publie son extrait de casier judiciaire. Et pour les parlementaires, on verrait qu'une fois qu'ils sont élus, on vérifierait si oui ou non, ils ne sont pas dans une clause d'inéligibilité. Vous trouvez ça normal? Donc moi j'ai voté ce texte parce qu'il allait dans le bon sens, insuffisant à mes yeux. C'était quand même, depuis Michel Rocard, le 31e texte qui parlait de moralisation de la vie politique. Et je regrettais quand même, là il y avait 2 beaux amendements, et vous voyez, là ils ont été frileux, c'est le fameux problème du vote blanc. Peut-être avez-vous écouté une émission que j'ai faite sur France Inter en plein milieu du mois d'août. Je m'en souviens parce que j'étais en vacances chez ma maman, et il faut que j'ai dû faire 10 km pour avoir un peu de réseau, parce que nous sommes encaissés dans la vallée de l'Allier, pour ceux qui connaissent, pour pouvoir avoir une communication convenable dans cette émission à midi sur France Inter. Mais le vote blanc, et c'est une expression, et pour le moment il n'est pas reconnu. Et là, on a émis un amendement évidemment qui poussait un peu les choses en disant que si jamais le vote blanc était majoritaire à l'élection présidentielle, il fallait refaire les matchs. Il fallait refaire l'élection présidentielle. Mais oui, mais on ne pourra pas continuer dans ce pays à constater les bras ballants que le vote blanc progresse et qu'on n'apporte pas les réponses qui font que, eh bien, les Françaises et les Français se détournent du vote blanc et reviennent vers un vote conventionnel. Un deuxième texte, c'était cette fameuse ordonnance là, sur le travail. En clair, il fallait autoriser le gouvernement à modifier la loi travail. Alors là, moi également, j'ai accompagné le gouvernement là-dessus. Pourquoi? D'abord parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'était la méthode que Alain Juppé avait préconisée, parce que le problème du travail en France, vous avez tous ça dans vos têtes, pour toutes les raisons que vous connaissez, il faut trouver les voies et les moyens pour simplifier, simplifier et simplifier encore. Protéger les salariés, libérer les entreprises dans leur choix de développer leur activité. Simplement, on a voté ce texte, et maintenant, cette fameuse loi travail arrive, vous savez qu'elle a été présentée il y a quelques jours. Et cette loi travail, ce que je regrette, et je le dis publiquement, comme je l'ai dit dans la presse nationale, notre groupe parlementaire, pas une seule minute n'a été consulté sur le contenu des ordonnances. Pas un seul amendement que nous pourrons faire rentrer dedans. Alors que, vous savez que j'appartiens à un groupe dit constructif, alors peut-être que je vais faire un peu d'explication. C'est un peu compliqué, notre histoire. Nous sommes résolument dans l'opposition. En tout cas, vous allez une journée et demie à Trouville pour expliquer qu'on ne pouvait pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Donc la majorité, je l'ai dit, c'est La République En Marche et le Modem. Il y a l'opposition avec nous, mais nous sommes force de proposition parce que je ne voulais pas, et nous sommes plusieurs à ne pas vouloir être dans une opposition systématique qui n'a pas de sens. Et d'ailleurs, ça n'est que le prolongement de ce que j'ai fait les 5 dernières années, où je vous rappelle qu'on a même voté des textes présentés par François Hollande.
Et donc cette opposition constructive, c'est de dire ça va bien, comme tu disais très bien Marco tout à l'heure, on vote. Donc la loi travail, on va la voter, même s'il y a des insuffisances, même si on aurait pu aller plus loin, ce que je regrette. Comme notre président de la République nous dit en même temps à tout moment, comme en même temps il y a un peu d'intelligence dans toutes les têtes, ça aurait été pas mal qu'on interroge, comme ils ont interrogé les partenaires sociaux pendant 3 mois, les parlementaires des différentes familles politiques pour dire voilà, ils venaient aux 20 heures après, ils disaient aux Français, j'ai consulté la plupart des partis politiques, ou tous les partis politiques, parce que pour moi, tout le monde doit être consulté, et voilà ce que nous avons pu élaborer tous ensemble, tant ce pays a besoin, je le dis avec force, tant ce pays a besoin d'être transformé en profondeur, d'être réformé en profondeur. Donc le regret, je vous le dis très librement, et je l'ai écrit dans la lettre que je vous ai adressée, que vous avez, pour une immense majorité d'entre vous, déjà reçue et déjà lue peut-être, c'est qu'il faut être utile, mais aussi il faut que ce gouvernement sache écouter, qu'il écoute sa majorité, mais qu'il écoute aussi son opposition, qui je crois n'est pas dans la démagogie, en tout cas, c'est pas le chemin que j'ai emprunté. En revanche, vous avez peut-être regardé, on a dit avec force quel était notre engagement, quelle était notre participation à ces textes, pour faire en sorte que justement, on puisse sortir de l'ornière dans laquelle on est. Alors mes amis, tout va commencer là. C'est maintenant qu'on rentre dans le dur, et déjà il a perdu 26 points. On rentre dans le dur parce que le chômage est toujours là. Ces 6 millions de jeunes sont toujours là, au chômage. Ces 6 millions de Français sont toujours au chômage. Et que le problème de la compétitivité des entreprises est plus qu'au cœur de tous les combats. C'est le combat central qu'il faut conduire. Parce que s'il n'y a pas d'activité économique, il n'y aura pas d'emploi. Et tout ça est intimement lié, naturellement, avec un texte permettant de simplifier l'accès à l'emploi et aux entreprises, à leur vie quotidienne. Mais il faut bien comprendre que le cœur du système, c'est la croissance. Et la croissance, ça s'appuie sur quoi? Vous avez vu que ça va un peu mieux d'ailleurs. Mais ça va quand même nettement moins bien en France que ça ne va dans les pays européens qui nous entourent. Parce qu'on a ces fameux freins que cette loi travail doit lever, et malheureusement un peu insuffisamment, parce qu'on a ce fameux coût du travail dans les entreprises, pour lequel il faut continuer de baisser notre coût du travail. Et là, on va avoir un combat central qu'on va conduire. Et vous m'entendrez à nouveau sur cette fameuse TVA compétitivité, qui est le seul moyen de protéger, Claude disait la mondialisation, mais pour protéger les productions françaises, il faut taxer les produits qui viennent à la frontière. C'est le seul moyen de le faire. Et non d'augmenter la CSG parce que vous allez être, pour une grande partie d'entre vous, impactés. Mais pas que vous, le retraité, mais aussi celles et ceux qui font fonctionnaires. Et donc, s'il n'y a plus de pouvoir d'achat, il n'y a plus de consommation, donc même si vous libérez le travail, même si le coût du travail diminue, eh bien la croissance sera pas au rendez-vous parce que tout est lié. Compétitivité, pouvoir d'achat, tout cela, ça fonctionne ensemble. Et bien sûr, cette réforme de la formation, alors j'entends le gouvernement nous dire on va réformer en profondeur. Mais qu'ils y aillent. Et qu'on fasse sauter les verrous que l'on connaît. 40 milliards d'euros sur la formation professionnelle. 40 milliards d'euros. Quel échec. Quand on sait qu'il y a plus de 250 000 emplois qui ne sont pas pourvus. Quel échec quand on voit tous ces gaspillages. Alors qu'il y a des gens qui sont dans des RSA, il y a des gens qui sont dans des contrats aidés, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire des reconversions. Et donc ce sont à ces seules conditions, mes chers amis, qu'on pourra retrouver de la croissance et de l'emploi, sans oublier qu'il faudra mener une lutte impitoyable contre l'assistanat sous toute forme, et que la réforme de l'assurance chômage est indispensable, et qu'on ne peut pas laisser les gens rester au chômage ou travailler au black, comme dimanche dernier où je prenais un café avec toi à 8h30 du matin, où on voyait, je vois Jean-Marc Elton en train de sourire, avec pourtant une bonne entreprise artisanale française, pas loin de chez nous, comme on dit, qui le lundi jusqu'au vendredi râle en disant les travailleurs détachés c'est pas bien, et le dimanche ils les prennent. Et oui, parce qu'il ne pourra pas laisser ces situations perdurer. Donc vous avez bien compris que sur l'emploi on sera force de proposition et que ce gouvernement a des avancées, certes, je le dis avec force, mais moi je veux qu'il aille beaucoup plus loin parce que on ne doit pas avoir des réformes qui font un quart ou à moitié du chemin. Ces 5 années-là, on réforme le pays ou dans 5 ans vous êtes tranquille, c'est soit Mélenchon, soit Mme Le Pen. Sur l'Europe, le deuxième sujet. Sur l'Europe, Claude, tu parlais de mondialisation. Bien, j'ai vu qu'Emmanuel Macron avait pris à bras-le-corps l'affaire de la directive travailleurs détachés.
Et je faisais référence à l'instant. Ça ne peut plus durer, cette histoire. Combien de fois dans la campagne d'initiative, on m'en a parlé. Mais il y a cette directive. Mais il n'y a pas que ça, il y a l'harmonisation fiscale, parce que vous avez des pays dans lesquels les impôts sont tellement différents les uns des autres. Vous comprenez bien qu'il y a des concurrences qui sont déloyales. Et donc, ces concurrences déloyales, on ne peut pas les laisser perdurer. On ne peut pas non plus avoir une Europe dans laquelle, sur toutes les opérations extérieures militaires, c'est la France qui fait 90% de l'effort. Et qu'une Europe de la défense où au moins une participation financière des autres pays est indispensable. On ne peut pas non plus avoir une technostructure bruxelloise qui prend des décisions à la place des politiques. Et moi, je n'abîme pas les technocrates bruxellois. Je tape les politiques qui les laissent faire, mes chers amis. C'est tellement facile de dire ils ont décidé à Bruxelles. Mais ils ne décident rien que ce qui n'est pas validé par les ministres. Ayez bien ça en tête, et les agriculteurs leur feront bien compris. Et puis, cette Europe, et naturellement, c'est un océan de défiance à l'heure actuelle, alors qu'elle doit devenir un océan de confiance. Et d'ailleurs, juste avant d'arriver, j'ai eu un petit coup de téléphone, un échange avec Emmanuel Bafour, notre sous-préfet, qui est parti à Martinique. Parce que j'ai une pensée pour Saint-Martin, pour Saint-Barth. Ces îles tellement éloignées, mais qui sont dévastées comme on ne peut l'imaginer. Il n'est pas très loin, il était à la Martinique, alors je disais Emmanuel, il m'a dit c'est terrible. Nous, à la Martinique, mais tous les moyens sont mobilisés. Les images que l'on a par la préfectorale montrent que malheureusement c'est un désastre encore plus abominable que l'on ne croit. Et celles de pillage, vous les connaissez, les problèmes des maladies vont arriver dans les 48, 72 heures, 96 heures. D'ailleurs, j'entendais tout à l'heure le patron de la sécurité civile qui disait à la radio qu'il y a un hôpital militaire marin qui arrive d'ici 24 heures ou 36 heures. Ça veut dire que, vous ne croyez pas que l'Europe aurait dû avoir un geste? Je rappelle accessoirement que Saint-Martin, c'est une île franco-hollandaise. Et que l'Europe, là, devrait manifester toute sa solidarité. Je proposerai d'ailleurs à mes deux collègues cloisiens, maires de Cloix, que nous soyons une des premières collectivités à manifester notre solidarité avec Saint-Martin, avec Saint-Barth, qui ont tout perdu en l'espace de quelques heures. Le troisième combat qui va être conduit est un combat difficile. C'est celui des territoires. Il y a des conseillers départementaux qui sont là. Moi j'ai dit à Joël Billard, je dis à Claude Terwinard, à tous les élus, attention au décrochage de la France et à l'intérieur de la France, au décrochage des territoires. Une immense partie du vote Front National ou du vote pour la France Insoumise vient de ce qui se passe dans les territoires ruraux. Vous savez que je ne plains pas ma peine pour aller arpenter la circonscription, être le plus proche possible de tous les maires et de tous les élus, de tous les associatifs. Mais l'affaire du très haut débit en milieu rural, de l'usage de l'Internet très haut débit, est une affaire centrale. Parce que ne vous leurrez pas, les services publics, ils sont plutôt en train de rétrécir et il faut les remettre en milieu rural. Et pour les remettre, il n'y a qu'une seule chose, c'est les autoroutes de l'information et c'est le très haut débit. Et je suis heureux que le Bonne-Vallée, que le Grand Châteaudun, mais c'est en train de se faire également sur Cœur-de-Beauce, ait pris des décisions stratégiques de couverture d'ici 3 ans en fibre optique pour toutes les entreprises, tous les habitants, tous les services publics, mettre nos maisons de santé en réseau. Mais c'est le cœur du système. Mais là, je suis inquiet quand j'entends le gouvernement nous dire c'est plus le mot très haut débit, c'est le mot haut débit. Très haut débit, c'est 1 giga. Je le disais l'autre jour lorsque le directeur d'Orange est venu en mairie de Bonneval. 1000 mégabits. Le haut débit, c'est 30 mégas. Et 30 mégas, quand vous avez fait passer la télévision, vous avez mis 3 ordinateurs et 4 smartphones, il ne se passe plus rien. Et le combat du très haut débit, c'est le combat central. Et si j'attends une solidarité de l'État, c'est là-dessus. En tout cas, je déposerai, ce sera le 7 décembre à l'Assemblée nationale, dans le cadre de la niche parlementaire, un texte qui proposera la création d'une agence de rénovation rurale, comme je l'avais indiqué pendant la campagne, avec le sujet du très haut débit, avec le sujet de l'accès aux soins. Cette désertification médicale. Là, on préfère s'occuper des effets secondaires du Levothyrox, qui existe, ou des vaccins pour tous, qui existent, c'est un problème, je suis plutôt pour les vaccins, que de s'occuper quand même de l'accès aux soins.
qui est un sujet majeur. De même que le problème de la mobilité en milieu rural exigera, mes chers amis, il ne faut pas se faire d'illusions, au moment où l'État n'a plus d'argent, tous les grands projets d'infrastructure qui ne sont pas démarrés vont être arrêtés. Faute d'argent. Il faut oser le dire ce soir ici. Donc, soit on se bat pour de nouveaux modes de mobilité, et nous tentons une expérience, j'en dirai un mot dans une seconde, dans le sud-est du département. Donc, vous voyez que la question centrale des territoires, de donner un espoir aux territoires ruraux, et d'ailleurs, c'est un marqueur pour la famille politique à laquelle j'appartiens, qui doit évoluer et qui doit faire de la décentralisation le levier essentiel et durable de notre action au quotidien dans tous les territoires pour redonner confiance aux habitants. Les habitants, ils connaissent leur maire. Ce matin, on a repenté les rues, on a fait le marché. Ils connaissent le maire. Ils savent s'adresser à lui. Mais ils attendent de nous. Ce ne soit pas l'État qui s'occupe du problème du trop débit, mais que nous prenions les choses à bras le corps. Mais l'État doit nous aider, doit apporter une solidarité, doit apporter des financements. Sinon, c'est avec les impôts que tout se passera. Donc cette question est une question centrale sur le territoire, et je l'apporterai, parce qu'il ne peut plus y avoir cette pompe aspirante des métropoles au quotidien, mais il doit y avoir un équilibre assumé entre ruralité et métropole. Le quatrième chantier, et pardonnez-moi encore, Saint-Martin le prouve, c'est l'affaire d'immigration et des migrations. Soit on est capable d'organiser des politiques de co-développement en Afrique, dans tous les pays du Sahel, dans tous ces pays où il y a eu une déstabilisation terrible, soit l'Europe, le monde, est capable de recréer l'activité économique, soit ils viendront chez nous. Et là, il n'y a pas d'Europe encore. Mais plus encore que cela, il y a une migration climatique. 65 millions de personnes qui sont sur les routes chaque année, parce qu'il y a des désastres climatiques. Et ce qui se passe à Saint-Martin, ce qui se passe, vous avez vu, pas simplement en France, ce qui se passe en Floride. D'ailleurs, peut-être que M. Trump va changer son fusil d'épaule et comprendre que la COP 21, ce n'est pas un sujet alternatif, c'est un sujet indispensable. Eh bien, ces questions-là, il faut les traiter. Et on doit, avec la France, avec la voix de la France, parce que moi je crois dans ce pays, cette France innovante, intelligente, je crois à toutes ces forces capables de se mettre en mouvement. Évidemment, l'éducation, là je suis plutôt content, je vais vous dire qu'on a un ministre Blanquer qui remet les choses à l'endroit. On a oublié Najat. Elle ne me manque pas du tout. La semaine des 4 jours, nous on a facilité un peu la vie, mais pas que ça. Du cas de l'éducation nationale va mal. Il faut retisser les liens, rémunérer bien nos profs, faire en sorte que nos enfants reçoivent les acquis fondamentaux. Et cette question éducative, au moment où la France est pratiquement l'avant-dernier pays d'Europe pour la maîtrise de ses fondamentaux, eh bien, notre France doit se ressaisir pour l'éducation de ses enfants. 3 sujets rapidement pour terminer. C'est l'affaire des investissements d'avenir. Je voudrais juste réfléchir avec vous une seconde sur ce pays qui est formidable, notre pays. C'est un pays génial, où on est tous en train de faire du French bashing toute la journée. Mais regardez l'inventivité, la créativité, regardez l'intelligence que nous portons collectivement. Et toutes ces forces qui n'attendent qu'une chose, de se mettre en mouvement. Et il appartient à l'État, là, non pas de s'occuper de la vie des communes, des départements et des régions au quotidien, mais là, d'accompagner ces initiatives, d'être ambitieux. Vous savez, c'était Nicolas Sarkozy qui avait lancé ces fameux investissements d'avenir, grand emprunt. D'ailleurs, les socialistes devaient revenir dessus, ils ne sont jamais revenus dessus, ils ont même mis une deuxième couche. Mais c'est là, c'est souvent Jacques Lang qui parlait de ça d'ailleurs, de l'intelligence, de l'université, de la recherche, de ce lien qu'on doit faire au quotidien. Et quand je vois d'ailleurs le classement des universités françaises chaque année, dans le monde, ça monte. Et évidemment, le trou qu'il faut combler, mais il faut accompagner ces start-up au niveau mondial. Et je dirai un mot du niveau local tout à l'heure, bien sûr. Et parce que toute cette intelligence économique, on la porte, et nous sommes dans les 4-5 pays du monde, avec Israël, avec les États-Unis, avec le Japon, avec la Corée, qui sont parmi les plus innovants. Et donc, cette politique d'investissement d'avenir, eh bien, il faut l'accompagner, et là, le gouvernement. Alors, j'ai entendu qu'ils voulaient faire des privatisations, mais qu'ils y aillent. Qu'est-ce qu'on a à faire d'avoir des parts chez Renault? Qu'est-ce qu'on a à faire d'avoir des parts chez Air France?
Qu'est-ce qu'on a à faire d'avoir des parts chez Aéroports de Paris? Qu'est-ce qu'on a à faire d'avoir des parts dans le nucléaire quand on sait le désastre financier alors qu'il y a des commissaires du gouvernement qui siègent au conseil d'administration et qui ne disent mot et qui viennent chercher les jetons de présence? C'est comme ça que ça se passe. Eh bien, je souhaite qu'on flèche bien ces privatisations sur des investissements d'avenir qui permettraient à notre pays d'aller de l'avant. Alors, il y aura deux questions enfin, qui sont pour moi centrales, c'est la dépense publique. Je peux vous surprendre, j'ai plutôt été élevé au biberon de Charles de Courson, nous expliquant que on va dans le mur chaque année, mais il le dit avec tellement d'empathie et de connaissance des finances publiques qu'on ne lui en veut pas, tant il décrit si bien la situation du pays. Mais là, notre niveau de dépense publique est insupportable. Il est insupportable au moment où, vous avez bien compris qu'il y a ce qu'on appelle l'alignement des planètes, c'est-à-dire que la croissance commence à revenir, les taux d'intérêt sont très faibles, l'inflation n'existe pas, donc en clair, on n'a plus qu'à appuyer sur l'accélérateur. Et il faut moins de dépenses publiques. Et il y a l'affaire de la réforme des retraites. Ça, c'est un marqueur de la famille depuis longtemps. Mais est-ce que oui ou non, on va être capable d'harmoniser les retraites du public et du privé? Est-ce qu'on va être capable de faire sauter ces régimes spéciaux? Pas du jour au lendemain. Mais il faut le faire. C'est un acte de solidarité majeur. Et des raisons pour lesquelles certains régimes ont été mis en place ne sont plus valables aujourd'hui. En revanche, il y a des métiers dans lesquels il y a une vraie pénibilité qui n'est toujours pas reconnue non plus aujourd'hui. Et cette convergence des systèmes de retraite, le fait qu'on la retarde un peu, c'est un moyen considérable pour faire des économies. Et pour expliquer qu'on n'est pas en train de rechercher à 52, à 54, à 57, si on est bon qu'à partir à la retraite ou si on peut encore participer à la vie du pays. En tout cas, cette réforme. Vous voyez, je vous dis les choses avec un peu de courage parce qu'il faut qu'on ait ce courage de faire ça. De même que l'évolution des fonctions publiques. Je vous le dis très clairement, on ne pourra pas continuer d'avoir des fonctions publiques où on rentre dedans à 22 ans, on sort à 64. Pourquoi dans l'armée, ce sont des contrats de 5 ans, de 7 ans, de 10 ans, et là, vous rentrez dans un métier, vous sortez 40 ans plus tard. Jardinier. D'abord, c'est très mauvais parce que ça évite les passerelles, ça empêche les passerelles. De passer du public au privé, puis du privé au public, de se former, d'avoir un parcours différent, de se remettre en cause, mais surtout, on voit bien que c'est un frein considérable parce qu'il y a plein de choses qu'on pourrait externaliser. Cet État omnipotent, cet État bien souvent inapte à pousser les dossiers, et on a plein d'exemples locaux. Cet État qui est tellement lent dans ses systèmes de décision. Mais bon Dieu, mais qu'il fasse respirer le pays et qu'il ne s'occupe que des décisions stratégiques, qu'il s'occupe que du régalien. Et puis, qu'est-ce que ça a comme problème qu'on dise par exemple, un enseignant, vous avez un contrat de 5 ans ou de 7 ans, et si vous êtes bon, on vous garde. Ah mais attendez, ma réforme, elle a une chose. Elle permettra de mieux payer mes catégories C en mérite toi qui gagne 1200 €. N'est-ce pas, mes collègues maires? Avec aucun espoir de progression s'ils ne passent pas les concours. Et des gens qui n'ont plus de pouvoir d'achat, qui ne croient plus à rien, à qui on a gelé le point d'indice pendant 4 ans. À qui on promet quel niveau de retraite? Et moi, je préfère moins de fonctionnaires et plus payés que laisser les choses en l'état et avec des gens qui, pour certains, ne s'en sortent plus parce qu'il y en a qui ne s'en sortent plus. Cette France épuisée, cette France qui n'y croit plus. Ces réformes de fond, en tout cas, je les porterai, mes chers amis, je les porterai avec détermination et vous verrez que je respecterai la parole que je prononce devant vous ce soir. Et ces textes vont arriver. Ils vont arriver dans la loi de finances. Rendez compte où on en est. Je disais à la journaliste qui est là ce soir, je disais hier, regardez, comme on cherche des milliards un peu partout, on gèle, on surgèle, on congèle les crédits. On enlève 5 € sur les APL parce qu'on cherche 200 millions d'euros. Alors c'est une réforme de fond qu'on doit faire sur les aides personnalisées au logement. Les contrats aidés. Combien de communes sont dans l'impasse? Combien d'associations dans l'impasse? Moi je ne vous dis pas, on laisse tout comme avant. C'est du traitement social du chômage, mais je vous dis, on change quelques modalités. Et d'ailleurs, j'ai fait des propositions à Mme Pénicaud, à M. Darmanin, sur ces contrats aidés pour qu'on ne reste pas, justement, comme nous sommes, et qu'on ne dise pas du jour au lendemain, c'est terminé, on ne s'en sort plus. Et ce n'est pas de la réformette qu'il faut faire. C'est de dire comment demain, ces contrats aidés, comment demain, ces RSA, je dis devant les élus du conseil départemental, ils reçoivent le RSA et ils attendent le mois suivant, mais non, faut, pas tous, parce qu'on ne pourra pas, on sait très bien que certains ne sont pas employables,
Mais certains, on doit les guider sur des voies d'insertion. On doit les obliger à aller sur cette voie-là. Et mes chers amis, ces questions-là sont des questions majeures qu'il faut porter pour les prochaines années. Alors je ne pourrais pas terminer ce propos sans vous dire quelques mots de notre département. Ça vous surprendrait. Les combats continuent. Vous devez vous dire d'ailleurs, ils mènent toujours les mêmes combats depuis quelques années. Ben oui, ça me ramène à ce que je viens d'expliquer il y a quelques secondes. Nos routes, notre National 10. Combien de morts faudra-t-il, c'est ce que j'allais dire au directeur du cabinet de la ministre des Transports il y a quelques jours. Ça avance un peu. N'écrivez pas tout, Camille, ce soir, ça avance un peu. J'ai simplement demandé une chose simple. J'ai réussi à faire inscrire de l'argent pour la déviation de Marbré, donc j'ai expliqué que comme on ne consommerait pas tout d'ici 2020, qu'on soit capable d'en prendre une partie pour faire des aménagements sur la Nationale 10. Il y a quelques maires qui sont sur la Nationale 10, ils comprendront parfaitement ce que je veux dire, on doit la sécuriser. On ne peut plus laisser se dérouler des étés meurtriers tels qu'on les a vus, avec une tristesse infinie. Sur la 154, on aura nos réponses en fin d'année, début janvier. Et j'espère que cette décision arrachée en 2010, imaginez, arrachée en 2010, on pourra la conduire à bien, parce qu'on attend la signature de la ministre au tout début de l'année 2018. Le problème de lignes locales de train que vous connaissez, le Chartres-Courtalin, le Chartres-Vauves, je ne parle même plus du Chartres-Vauves-Orléans, puisqu'il n'y a plus de passagers dans le train. Avant, il y en avait 3, maintenant on est tombé à 1,5. On a mis 80 millions d'euros pour avoir un train qui est un train fantôme. Et c'est triste, parce qu'on n'a pas la possibilité, mes chers amis, de jeter de l'argent par les fenêtres. Donc ce Chartres-Vauves existe, mais qu'on soit capable d'améliorer notre Paris-Châteaudun, notre Chartres-Courtalin, notre desserte sur Toury, bien sûr, en direction d'Orléans, sans oublier Claude, notre combat LGV que je conduirai jusqu'au bout. Parce que si tous les projets d'infrastructure sont arrêtés, là, c'est pas une nouvelle ligne concrète. Et crois-moi, j'ai mis un peu d'énergie, un peu de salive auprès du cabinet de la ministre des Transports, je ne lâcherai rien. Et ceux qui diront non, de toute façon, maintenant la décision, elle va tomber assez rapidement. Ceux qui diront non, je le dirai publiquement, et ils en porteront la responsabilité pour les décennies qui viennent. C'est une faute stratégique d'aménagement du territoire si on ne sait pas relier le Grand Châteaudun à Paris en quelques dizaines de minutes. Si on ne fait pas cela, eh bien, ça sera compliqué. La base aérienne du mobilisme, comme vous le savez, entre les dirigeables, la technopole de la mobilité, notre fameux circuit qu'on veut faire avec l'apprentissage de la conduite, et la filière des constructions d'avions, et là, regardez, un exemple. Décision arrachée à Jean-Yves Le Drian il y a 4 ans. Confirmé, reconfirmé, reconfirmé. Là, il y a un nouveau ministre, ça tombe. Je disais hier à la journaliste, comme ça elle dira que je ne change pas de discours du jour au lendemain, que je vais la semaine prochaine faire ce qu'on appelle une petite piqûre de rappel. En parlant de piqûre d'ailleurs, je vous raconte une anecdote de la campagne électorale extraordinaire avec Marc. Comme vous savez qu'accessoirement je suis biologiste, il avait quelques douleurs dans le dos, donc avant les réunions publiques le soir à 20h, il ne pouvait plus bouger. Il avait droit à une petite piqûre dans les fesses, et une demi-heure plus tard, il était en bonne. Et pour ceux qui ne me croient pas, nous avons les photos qui attestent tout ça. On a enlevé les yeux indiscrets, on a opéré, et en plus c'était gratuit pour la sécurité sociale, parce que j'ai fait donc mes honneurs. Donc cette base aérienne, avec tous les élus, Philippe Duprieux qui est là aussi, on y travaille beaucoup, et moi j'ai confiance. Parce qu'on a même arraché, et c'était pas rien, le fait que nous soyons le 4e site français de traitement informatique de données de l'armée de l'air. Tiens, pour une seule raison. C'est parce que nous avons le très débit qui arrive. Sur l'emploi, eh bien on a un peu une embellie. Oui. C'est la première fois qu'en quelques semaines, je parle d'Artenay-Poupry, qui va connaître une explosion des créations d'emplois dans les prochains mois, puisque je suis persuadé qu'à la fin 2018, on ne sera pas loin de 800 ou 900 emplois sur cette zone d'activité. Eh bien, on a des marques d'intérêt extraordinaires et on a un grand groupe qui a failli s'installer, du moins de nous dire c'est chez vous que je viens, il y a quelques jours encore. Donc ça veut dire qu'on attire. À Garancières-en-Beauce, Laurent Clémentoni, je ne sais pas s'il est là, a été approché également il y a quelques jours, de même que les 20 îles, je parle sous le contrôle de Dominique Leblond, où des investisseurs ont rencontré des responsables du développement économique de la communauté de communes à laquelle tu appartiens, cher Dominique, pas plus tard que cette semaine. Donc il y a, pour ce territoire, un peu d'embellie d'ailleurs qui colle avec ce qui se passe autour d'ailleurs d'un domaine qui s'appelle la logistique. Pourquoi la logistique? Parce que nous sommes pas loin de Paris. Parce que nous avons une situation géographique parfaitement privilégiée.
Et une situation géographique, ça fonctionne s'il y a des voies de communication, il y a des nœuds autoroutiers. Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle ces nœuds autoroutiers, il faut les mettre en valeur et il nous allons être pilotes en la matière, inventer des nouvelles formes de mobilité. Et on répondra à un appel du ministère des Transports sur un appel à la mobilité, notamment sur Artenay-Poupry. Marina Massot s'occupe de tout ça, pour voir comment ne pas tomber dans les principes habituels de dire on met une ligne de bus, on met une ligne de car, on met un train ou je ne sais quoi, parce qu'on ne crée pas des lignes de bus comme ça. On ne crée pas des lignes de chemin de fer comme ça. Eh bien, on utilise des moyens modernes que sont le blablacar, cette mobilité indispensable qui permet aux uns et aux autres de se retrouver. Naturellement, la vigilance sera totale sur la santé, les maisons de santé pluridisciplinaires. Là, je crois que collectivement, on a fait un vrai boulot, les collègues, un vrai boulot avec un maillage et la mise en place de cette télémédecine et puis l'hôpital de Châteaudun, naturellement, pour lesquels nous veillons avec le maire de Châteaudun à tout instant, parce que j'ai toujours une immense prudence par rapport à des grands décideurs des directions de l'État qui voudraient évidemment, à un moment ou à un autre, regrouper tout à certains endroits, mais ils savent que là, la détermination sera totale. Enfin, c'était hier soir une belle image pour notre territoire. Certains d'entre vous étaient là. C'était le premier anniversaire de notre campus Les Champs du Possible que nous avons maintenant appelé Xavier Belin. Je voulais qu'on lui donne un nom prestigieux. Je voulais que Xavier, qui a tant fait pour l'agriculture, c'est un agriculteur qui est né dans le Loiret, vous le savez. Nous avions le même âge tous les deux. Un garçon dans son parcours extraordinaire. Son épouse a accepté que ce campus, quel plus beau signe à l'agriculture, donner à l'agriculture, quel plus beau signe donner à la jeunesse, que ce campus s'appelle Xavier Belin, quand on sait combien il a fait pour l'agriculture française, pour l'agriculture européenne, pour l'agriculture mondiale, et surtout ce qui était poignant, c'était tous ces témoignages de start-up, tous ces jeunes, et le dernier d'ailleurs, qui vient juste d'avoir son bachot, voulant même pas partir sur une formation, en me disant, mais moi j'ai 2 idées de start-up, ça veut dire, vous voyez, on a su créer de l'attractivité, on a su créer un climat, une confiance, une ambiance, avec toutes celles et tous ceux qui croient, naturellement, vous l'avez compris, à notre territoire, qui croient à cette circonscription, qui croient à l'Eure-et-Loire. Alors pour conclure, mes chers amis, parce que comme ça je vois que la pluie revient, je vais me taire, et on va pouvoir partager un bon moment de convivialité. Vous avez compris que ma détermination est totale. Une fois de plus, à Paris, la voix se fera entendre, peut-être encore plus fort. D'abord parce que vous avez vu que la semaine a été quand même particulière. Je ne suis plus maire de Cloix-sur-le-Loir, plus maire des Cloix et Trois-Rivières, avec une immense émotion. Je ne suis plus président de la communauté de communes des Trois-Rivières, je ne suis même plus premier vice-président du Grand Châteaudun, puisque les socialistes essayent de faire en sorte que nous ne servions à plus rien. Puisque ce cumul de mandats, franchement... D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de gens m'ont dit, dans les fameux forums dont je parlais tout à l'heure, vous n'avez plus rien à faire, monsieur Vivier, vous n'avez pas une carte. Alors on m'a proposé d'aller jouer au tarot, ça je savais déjà faire, pas beaucoup, mais peut-être que j'apprenne. On m'a proposé un club de bridge, la danse country. On m'a demandé si je voulais venir. Et là, un autre, il voulait m'enrôler dans la philatélie. Donc, honnêtement, j'avais un emploi du temps absolument chargé. Je leur ai dit, mais attendez, j'ai encore un peu de boulot. En tout cas, ça a été une semaine particulière pour moi, vous le comprenez. Et d'abord, je voudrais dire aux équipes, je l'ai dit naturellement à Cloix, à toutes mes équipes cloisiennes et plus largement des Trois-Rivières, qui m'ont accompagné depuis 2001. Mille merci de tout ce qu'ils ont fait avec moi, parce que Christine Pevrel qui est là en particulier, mais ils se retrouveront tous dans mes phrases. Merci parce que ce qu'on a fait ensemble est absolument extraordinaire, et ce qu'on a fait ensemble ne s'arrêtera pas, parce que j'ai toute confiance dans ceux qui maintenant vont conduire ces équipes. Mais je serai avec eux, pas pour les gêner, pour les accompagner. D'abord parce que les habitants me l'ont demandé. Puis, je le disais sur l'élection législative, vous savez, comme dans une commune, ça va vous faire rêver. Hein. Vous avez 85,6% de la population qui vote pour vous. Comme on dit, ça exige. Et la reconnaissance, faire en sorte qu'on dise, voilà, je resterai à côté de vous, et bien, je serai avec vous, pour faire en sorte que l'action locale soit forte, soit puissante, soit reconnue. Mais je le ferai en tant que député auprès de tous les maires qui sont là, auprès de tous les acteurs du territoire, et ils savent qu'ils peuvent compter sur mon effectif soutien. Et puis peut-être quelques mots enfin, pour vous dire que vous avez bien compris que j'ai évoqué quelques chantiers. Je pense que ma famille politique, l'UDI, doit réfléchir un peu à son avenir. Que cette famille politique doit retrouver
cet ancrage militant qu'elle a en partie perdu. Elle doit retrouver des valeurs et elle doit aussi se mettre en phase avec la société, qui évolue. Et on ne peut pas rester uniquement avec les valeurs d'il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 30 ans. Et qu'un politique, c'était Pierre Maudis qui tenait cette belle phrase, qui est l'ancien maire de Toulouse, et qui disait un politique doit marcher quelques pas devant ses concitoyens. Et marcher quelques pas devant ses concitoyens, c'est aussi anticiper. Vous savez, la société française est en train d'évoluer considérablement. Les réseaux sociaux, Internet, les moyens d'information font que nos concitoyens sont très avertis. Cette société française doit s'adapter au fait aussi que, chacun l'aura compris, le très haut débit, la domotique, tout cela va changer complètement notre vie quotidienne. Et que là aussi, la réponse doit être aussi une réponse politique. Car on ne peut pas tout laisser faire sans avoir des moyens de contrôle. On parle souvent de la fiscalité qui est en train de partir. Et là aussi, il faudra une réponse politique. Cette agriculture, puisqu'il y en a qui sont là et qui connaissent la passion pour l'agriculture, il ne faut pas avoir peur du numérique. Bien au contraire, je le disais hier soir, c'est une chance fabuleuse de retrouver de la compétitivité, de la traçabilité. Les responsables agricoles qui sont là le savent. Et c'est ce sur quoi ils se battent depuis longtemps. De produire mieux, oui, c'est possible. De produire plus, oui, c'est possible. Parce que les aléas climatiques, vous les aurez toujours. On le voit bien. Et qu'on ne garantira pas tout par les assurances. On ne garantira pas tout par les aides. On garantira plus par des leviers de productivité nouveaux. Donc moi, j'ai confiance dans cette France. J'ai confiance dans cette France qui est prête à s'engager. Et ma famille politique n'avait pas de visage la fois dernière au présidentiel. En tout cas, elle devra en trouver un la prochaine fois, sinon elle disparaîtra. Et donc, je dis avec force que je vais, avec quelques-uns, on va essayer d'aider, de collaborer, de faire en sorte de travailler, parce qu'il faut travailler. Ben oui. Rien ne se fait dans le commentaire. Tout se fait lorsqu'on creuse le sillon. Rien ne pousse si on ne plante pas comme il le faut, n'est-ce pas? Et il faut semer, il faut répondre à cette angoisse de la population. Il faut le faire avec générosité, il faut le faire avec force. Il faut le faire sans peur de l'Europe, sans peur de la mondialisation. Elle est là. Comment on en fait une force et non une faiblesse? Comment on impose des règles que l'on n'a pas su imposer jusqu'à présent? En tout cas, l'action publique que l'on mène avec Marc, mon fidèle suppléant, mon coéquipier, belle campagne, Marco, merveilleuse. D'ailleurs, Marc, le soir de la victoire, il me dit, Fifi, on n'a plus rien à faire, il n'y a pas campagne. C'est vrai qu'avant... Il n'a jamais été aussi bon que dans cette campagne. Franchement, il m'a impressionné. Et puis voir d'ailleurs que son discours tout à l'heure était très politique. Et c'est bien, il est politique au sens noble du terme. Je sais que ton implication dans l'élevage bovin, dans toutes les difficultés que tu as évoquées pour nos collectivités, je sais pouvoir compter sur toi. J'ai besoin de toi au quotidien, j'ai besoin de toute mon équipe parlementaire. Emmanuel est descendu, Claire qui a beaucoup travaillé avec moi au groupe est descendu également. Il y a des hommes et des femmes intelligents autour de moi. Ils savent aussi qu'on peut, je crois, tout me dire. Par moments, comme vous, fatigués ou moins à l'écoute. Mais il faut comprendre, et je terminerai vraiment là-dessus, que cette année 2016-2017 a été difficile sur le plan politique, difficile sur le plan personnel, mais c'est dans les moments les plus difficiles qu'on va chercher l'énergie que l'on ne soupçonne pas. Et moi qui connais bien le monde médical, pour naturellement y travailler comme vous savez, aujourd'hui c'était une journée labo, je me dis que quand les hommes et les femmes affrontent la maladie, ils vont chercher des ressources absolument extraordinaires. Eh bien, en tout cas, je me disais que moi, étant en pleine forme, je n'ai pas un petit accident de parcours qui devait faire en sorte d'être un obstacle sur le chemin, mais au contraire, cet accident de parcours devait me permettre au contraire d'aller plus encore au bout de moi-même. Maintenant, je vais évoluer un peu dans mon fonctionnement, bien sûr, la mairie étant dans des bonnes mains assurées, la communauté de communes étant quasiment organisée, même s'il y a encore des petits réglages à faire, parce que tout le monde lit le journal, donc c'est normal, mais on arrivera bien à régler les affaires. En tout cas, mon engagement sera total pour que l'Eure-et-Loir réussisse, pour que cette circonscription réussisse, pour que vous réussissiez et que la France gagne.